Inflation US selon le CPI. Une bonne surprise attendue pour la mise à jour de ce mercredi 11 septembre et plus généralement, la cible de la Fed en termes de désinflation pourrait être approchée, sinon atteinte, dès les chiffres du mois d'octobre. Chers amis, je reprends avec vous tous mes indicateurs avancés de désinflation alors que le débat continue sur la probabilité d'une récession aux États-Unis suite à la mise à jour du rapport NFP. Mais du côté de la désinflation, les voyants sont au vert. Alors la Fed va-t-il voter pour la bonne ou la mauvaise raison? Point complet sur la désinflation, sur tous mes petits tips qui me permettent d'être optimiste pour la désinflation et point technique habituel sur les obligations et le marché action. Welcome mes amis, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. 9 septembre, la rentrée bat son plein. J'adore la rentrée, cette ambiance de travail, de sérieux. Puis l'actualité est là, les événements monétaires arrivent. Alors, cette semaine, vous avez pris connaissance vendredi 6 septembre du rapport NFP aux États-Unis, de toutes ces statistiques sur le marché du travail aux États-Unis. Très bien. C'est désormais un fait passé, je l'intègre à ma réflexion naturellement, que le débat reste ouvert sur la probabilité d'une récession aux États-Unis. Parfait, et nous verrons si la Fed pivotera pour la bonne ou la mauvaise raison. Nous verrons si la Fed passera 25 BPS de baisse de taux ou 50 BPS. Mais moi, dans cette vidéo, je vais insister sur les lueurs d'espoir, même plus que ça. L'optimisme quant à l'autre aspect du débat fondamental du moment, la désinflation. Oui, mes amis, ce mercredi 11 septembre, mon anticipation est favorable. Le CPI, l'indice des prix CPI, alors qu'il n'est pas l'indice favori de la Fed, mais qui est bien sûr très suivi par la Fed, actuellement à 2,9% en version nominale, 3,2% en version sous-jacente. Mes indicateurs avancés me disent que ce mercredi 11 septembre, l'inflation nominale va vraiment beaucoup baisser. Je vais reprendre avec vous toute la composition du CPI, et pour chacune des composantes majeures, voir les indicateurs avancés. Mieux, deuxième partie de la vidéo. Projetons-nous sur la fin d'année. Mes indicateurs avancés d'inflation me disent que la cible de la Fed en matière de désinflation sera faite, en tout cas approchée sur les chiffres du mois d'octobre, et probablement faite soit en novembre, soit en décembre. Donc, d'un point de vue, selon l'angle d'attaque des marchés financiers de la désinflation et du cycle des taux d'intérêt, selon la désinflation, du bon arrive. Bien sûr, cela ne répond pas au débat sur la probabilité d'une récession économique, qui est l'autre aspect des choses. Car pour certains, cette désinflation, le fait que la Fed et les banques centrales aient atteint leur objectif en matière de régime des prix serait causé par cette récession lancinante. Mais ça, c'est un autre débat. Je ne vais pas le retraiter, je le traite chaque semaine. Donc là, je me concentre sur... Et donc, j'ai comme d'habitude tout rassemblé dans les tableaux et tout. Je vous donne plein de petits tips. N'hésitez pas aussi à enregistrer ça chez vous, tous les outils que j'utilise pour se projeter sur l'inflation. Donc voilà, donc, du bon, une bonne surprise. Oui, une bonne surprise, les amis, une bonne surprise. Je recale mon slide, voilà, impeccable. Une bonne surprise, inflation US, une bonne surprise. Et oui, moi, je mets un peu les oiseaux de mauvais augure, moi, ça me fatigue. Bon, attention, vous me connaissez, je suis le premier à faire des vidéos sur la probabilité d'une récession. Mais à un moment ou à un autre, mettons en avant, factuellement, ce qui peut arriver de bien. Une bonne surprise attendue ce mercredi 11 septembre. Alors que le 11 septembre n'est pas forcément pour New York City, vous avez ici une photo de New York City, n'est pas forcément une date qui rappelle de bonnes choses. Mais cette semaine, et donc ce mercredi 11 septembre 2024, je pense que du bon arrive. Alors que le marché s'interroge toujours sur la probabilité d'une récession aux États-Unis, les perspectives de désinflation sont toujours très optimistes, et voilà que je vais bien trop vite. La mise à jour de l'inflation US selon le CPI est prévue le mercredi 11 septembre. Et, selon moi, cette mise à jour sera favorable. Mieux, j'estime que la cible de la Fed des 2% sera approchée en octobre et faite soit sur novembre, soit sur décembre.
Cette présentation contient donc 4 parties. La première, inflation US CPI du mercredi 11 septembre, l'espoir d'un pivot pour une raison saine. Deuxième partie, l'inflation US aura atteint la cible de la Fed cet automne. Troisième partie, obligations, et ça j'insiste, tous les replis s'achètent. J'insiste à chaque fois que vous avez un repli, comme on a eu la semaine dernière, et un retour sur support des obligations américaines et européennes, c'est achat fort. Car dans tous les cas de figure, que la Fed pivote pour la bonne ou la mauvaise raison, les obligations, c'est bullish. Alors que je vous ai déjà démontré que pour les actions, ce n'est pas forcément le cas. Car si la Fed pivote pour la mauvaise raison, souvenez-vous mon tableau des 7 cas possibles proposés dans le Top Gun de la semaine dernière, et je vous invite à le reprendre si vous ne l'avez pas vu. Pour le marché action, il existe des cas de figure où le marché peut chuter malgré le pivot. Pour les obligations, c'est quasiment tout en bullish. Donc il vous en faut en portefeuille. Mais je sais que vous en avez. Et bien sûr, on se fait S&P 500 secteur tech, analyse technique en dernière partie de vidéo. L'inflation US selon le CPI du 11 septembre devrait être un chiffre favorable. Alors déjà, de quoi parlons-nous? Vous avez donc cette semaine, à 14h30, mercredi 11, la mise à jour de l'inflation CPI. Alors, vous avez sous les yeux l'inflation CPI en version nominale, qui est actuellement à 2,9%. La cible de la Fed est à 2. Moi, mon anticipation pour cette mise à jour là du 11, c'est qu'elle tombe à 2,5, 2,6, 2,5. Donc, c'est quand même, elle fait un nouveau plus bas. C'est mon anticipation. Vous avez ensuite l'inflation sous-jacente qui est à 3,2. Celle-ci devrait être plus résiliente eu égard au service. Donc, moi, j'attends cette semaine surtout une bonne nouvelle sur l'inflation nominale. Et vous allez comprendre pourquoi à travers en fait ces composantes. Donc, en fait, pourquoi suis-je optimiste pour la mise à jour de l'inflation US selon le CPI pour ce mercredi en septembre? Je suis optimiste avec un Z parce que j'ai étudié la structure, la modélisation du CPI, je sais comment il est calculé. Je connais donc le poids relatif des principales composantes et pour 2 de ces composantes majeures, 2 grandes catégories, l'immobilier et la catégorie transport, dans laquelle vous avez essentiellement le prix de l'énergie, le prix du pétrole et le prix des nouvelles voitures, des nouveaux véhicules. Pour toutes ces catégories, mes indicateurs d'inflation temps réel sont super bas et nettement plus bas que ce qui est encore reporté dans l'inflation officielle. Et comme nous savons que ces données temps réel arrivent avec retard, mois après mois dans les chiffres officiels, je pense que vraiment, là, sur les chiffres de septembre, octobre, novembre, mes données temps réel que j'observe depuis 3-4 mois, elles vont arriver dans les chiffres officiels. La catégorie immobilier plus la catégorie véhicule, transport, pétrole, c'est 55% du CPI. Tous mes indicateurs avancés sur ces catégories-là sont archi optimistes. J'ai même une inflation immobilière qui est quasiment à 0. À 0%. Vous savez à combien elle est dans l'indice officiel? Elle est à 5 encore. Mais moi, je sais qu'elle ira à 0. C'est ce que montrent tous les indicateurs temps réel. Sauf qu'il faut 6 mois pour que ça remonte dans l'indice officiel. Donc ça, fin d'histoire. L'inflation des nouvelles voitures. Lorsque vous regardez les taux d'inflation des nouvelles voitures en allant sur les gros sites de vente automobile américains, lorsque vous regardez l'inflation des véhicules automobiles en temps réel, elle est largement négative depuis plusieurs mois. Dans l'inflation officielle, elle vient de passer sous 0. Et elle a encore du potentiel pour aller plus bas. L'inflation de l'énergie, le prix du pétrole, par rapport à l'été dernier, il perd 20-25%. Ça va arriver dans l'inflation nominale. Et oui, cette année, malgré la driving season, malgré la géopolitique, malgré les quotas de production de l'OPEP, le pétrole n'a fait que chuter. Et donc là, dans l'inflation des chiffres de septembre-octobre, ça va arriver dans la version nominale de l'inflation. Donc tout ça me permet d'être optimiste. Alors ceci étant dit, maintenant regardons justement les supports. Alors je vous ai mis à droite ce qui est pour moi le plus important. Vous avez donc à droite, alors c'est une comparaison des 2 indices d'inflation les plus suivis par la Fed. Vous avez le PCE et le CPI. Alors le PCE, on ne s'y intéresse pas cette semaine. Nous nous intéressons à l'inflation CPI. Dans le CPI, celui que je vous ai montré juste avant sous la forme d'une courbe, vous avez ici donc les principales composantes. La composante logement et transport, c'est plus de la moitié du CPI. Enfin un peu moins, c'est la moitié du CPI.
Dans la composante transport, vous avez essentiellement le prix du pétrole et les nouvelles voitures. D'accord ? Donc, revenons à nos moutons. Pourquoi suis-je optimiste? Pourquoi je vous dis que ce mercredi 11, le chiffre sera bon? Parce que l'inflation là est à 2,9. L'inflation immobilière, sa composante immobilière shelter est actuellement à 5,1. Je vous montre où en est actuellement l'inflation immobilière en temps réel selon l'US New Tenant Rent Index, qui est l'indice d'inflation en temps réel immobilière du ministère du Travail des États-Unis, dont vous avez les données Excel ici que j'ai téléchargées. Ces données nous viennent du ministère du Travail des États-Unis. L'inflation des loyers immobiliers en temps réel est à moins 1,1. Donc, l'inflation immobilière aux États-Unis, selon le ministère du Travail, est à moins 1,1. Or, dans l'inflation officielle, on est à 5. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'histoire est que, dans la méthodologie de calcul de l'inflation CPI, ils ont 8 mois de retard. Et la Fed le sait, tout ça. Les économistes de la Fed le savent, ils le savent très bien. Donc moi je vous dis, eu égard au poids de l'inflation immobilière dans le CPI, là l'inflation est à 2,9, vous allez voir, ça va baisser. Alors ensuite il y a la composante transport et voiture. Là aussi je suis très optimiste. Prenons l'inflation en temps réel de la catégorie transport selon Trueflation. L'inflation, par exemple, du gasoil et de l'essence, c'est moins 10. Nous sommes à moins 10%. Les amis, just have a look at the chart of the petrol. Je fais exprès. Le prix du pétrole est à 70 $. Nous sommes le début septembre. Regardez où est-ce qu'il était en septembre dernier, à 86. Donc tout ça sont des vraies choses. Il y a une inflation largement négative par rapport au mois de septembre 2023. Et septembre 2024, on est tout en bas. Prenez l'inflation des nouveaux véhicules. Dans la version officielle, nous sommes à moins 1. Prenons l'inflation temps réel des nouveaux véhicules, moins 2. Donc, bon, moins 1, moins 2, me direz-vous, c'est pas très loin. Oui, mais voilà. Le potentiel de baisse est encore important. De même, Trueflation, pour la partie immobilier, nous dit que nous sommes à 0,6. Donc, Trueflation nous dit qu'on est à 0,6 pour l'inflation immobilière. Le ministère du Travail nous dit qu'on est à moins 1. Et l'inflation officielle immobilière nous dit qu'on est à 5. En fait, ce que nous savons, et d'ailleurs ici, j'ai donc comparé l'inflation officielle qui est à 5 avec les mesures temps réel, et on voit bien que sur longue période, l'inflation officielle finit toujours par revenir au niveau des données temps réel. Donc, nous savons, du fait du poids de l'immobilier et de la catégorie transport dans le CPI, nous savons que ces données vont baisser ces 2-3 prochains mois. Et moi je pense que même là, dès la mise à jour de l'inflation du 11 septembre, en version nominale. Alors, pourquoi j'insiste en version nominale? Parce que bien sûr, il y a l'inflation des services. La composante des services. Et cette composante des services, d'accord, il n'y a pas que l'immobilier dans cette composante des services. Il y a bien sûr l'ensemble des services, et l'économie américaine est une économie de services à 80%, et effectivement, l'inflation des services est encore beaucoup trop haute, à 4,9%. C'est celle qui est la plus résiliente, d'ailleurs que ce soit en Europe ou aux États-Unis, l'inflation des services est celle que les banques centrales ont le plus de difficultés à réduire, et cela va rester un sujet. C'est pour cette raison que même si les banques centrales ont pivoté, elles vont le faire par étapes, tranquillement, pour maintenir quand même les taux suffisamment hauts pour continuer d'écraser l'inflation des services. C'est pourquoi la Fed et la BCE ne vont pas passer d'un coup de 4,5 à 0.
0, on n'ira pas. Mais vous savez, le taux d'intérêt de la Banque centrale qui est considéré comme neutre, c'est-à-dire qu'il n'est ni une contrainte, ni un facteur de boost à l'économie, c'est un taux autour de 2,5%. Moi, je pense qu'à horizon 1 an et demi, donc fin 2025, début 2026, nous arriverons à ce taux neutre de 2,5 par étape. Si on doit y aller beaucoup plus vite, si on doit revenir à 2,5 beaucoup plus rapidement, voire en dessous, c'est que nous sommes en récession. Et ça, la récession, pour les actions, c'est bearish. Par contre, pour les obligations, c'est bullish. Donc, encore une fois, j'insiste, vous devez avoir des obligations dans votre portefeuille. Alors là, je vous ai d'abord donc exposé mon optimisme pour la mise à jour de l'inflation CPI ce mercredi 11 septembre. Maintenant, la question est de savoir quand est-ce que la cible de l'inflation de la Fed et de la BCE, cette cible des 2%, quand est-ce qu'elle sera effectivement faite? La question est donc quand est-ce que nous aurons un retour de l'inflation nominale et de l'inflation sous-jacente au monde d'avant, où elle oscillait autour de 2%. Alors, pour répondre à cette question, moi je me tourne vers mes indicateurs avancés d'inflation. Donc, je vais en reprendre avec vous un certain nombre, et cela me dit que nous devrions approcher la cible de la Fed sur les chiffres d'octobre-novembre, et vraiment l'atteindre fin d'année, début d'année prochaine. Et à côté, bien sûr, que le paramètre de la récession économique va jouer. Et ça, c'est un sujet j'aurai l'occasion encore d'aborder avec vous 1100 fois. Alors, vous avez ici donc, j'ai rassemblé mes indicateurs avancés d'inflation, j'ai tout mis à jour, donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'optimisme. Voilà. Alors, déjà, Trueflation, il n'y a pas de sujet. Bon, Trueflation, le machin est à 1,20, 1,26. Bon, ça, c'est... Alors, il y a une corrélation, bien sûr. Ça, Trueflation, de manière générale, est très optimiste. La plupart des composantes le sont, même d'ailleurs, la catégorie... Ici, des biens et services utilisés par les ménages, elle est quasiment revenue à 0. Alors, ce qui manque quand même dans Trueflation, je trouve, c'est une composante liée aux assurances. Parce que nous savons que, notamment dans l'inflation PCE, les assurances pèsent énormément, 8%. Et nous savons que le taux d'inflation des assurances est encore à 2 chiffres. Ça, je pense que c'est une limite de Trueflation de ne pas avoir une catégorie dédiée aux assurances, et en particulier aux assurances automobiles. Après, nous savons aussi que sur longue période, lorsque le taux d'inflation des nouveaux véhicules, des nouvelles voitures devient négatif, en général, cela finit par exercer une pression à la baisse sur le taux d'inflation des assurances automobiles. Mais cela prendra du temps. Alors, bien sûr, l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, Inflation No Casting, lui aussi, est dans l'optimisme total, puisqu'il nous dit que pour l'inflation de septembre, donc les chiffres d'octobre, le PCE sera à 2,10 et le CPI à 2,35. 2,10, 2,35. Nous avons là, et en version trimestrielle annualisée, 1,51 et 1,27. En version trimestrielle annualisée, 1,51 et 1,27. Vous avez donc un algorithme d'une des antennes de la Réserve fédérale des États-Unis, qui est l'antenne de la Réserve fédérale de Cleveland, qui nous dit que ces 2 prochains mois, l'inflation revient à 1,5. Là, c'est quand même quelque chose de... Et ça, naturellement, que c'est un outil de la Fed, donc ils savent. Alors après, me direz-vous, dans ce cas, ils sont complètement bêtes. Pourquoi est-ce qu'ils maintiennent des anciennes méthodologies de calcul alors qu'ils savent très bien que l'inflation immobilière est beaucoup plus basse? Oui, mais bon, à un moment ou à un autre, pour driver une politique monétaire sur longue période, on ne change pas la méthodologie tous les 4 matins. Alors, ensuite, vous avez l'indice d'inflation des loyers immobiliers en temps réel. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous le remonte en format Excel, qui nous dit que l'inflation immobilière, qui était quand même montée à 12% au plus haut de la crise inflationniste, est maintenant négative. D'accord? Moins 1,1. Donc là, il y a effectivement de l'optimisme. Ensuite, vous avez la composante inflation des indices PMI, et je peux notamment vous montrer la composante inflation du PMI des services, qui est revenue au monde d'avant. Donc ça laisse envisager que petit à petit, mois après mois,
cette inflation des services qui certes est encore beaucoup trop haute, finisse par rejoindre le monde d'avant autour des 3%, 3,5%. C'est ça en fait. Une inflation des services qui rejoindrait le monde d'avant, c'est un taux d'inflation des services autour de 3%, 3,5%. Alors, et oui, bon, bien sûr, le prix des matières premières, le prix du pétrole sont des éléments, et je vous montrais donc à l'instant le prix du pétrole, alors dont l'analyse technique, je la mettrai à jour dans la prochaine édition du Fast and Forex. Mais si vous comparez septembre 2023 à septembre 2024, bien, nous ne pouvons que nous attendre à un taux d'inflation du pétrole et de l'énergie qui soit donc négatif. Alors maintenant, obligations, le potentiel aussi moyen terme est encore énorme. Alors j'insiste là-dessus parce que autant vous avez compris qu'il y a un débat ouvert sur le marché action. Il n'est pas automatique que le pivot entraîne une hausse des actions, déjà parce que le S&P 500 est déjà très haut, très cher, et d'autre part parce qu'il existe des modalités de pivot qui sont baissières pour le marché action. Ça, c'est le Top Gun de la semaine dernière. Vous pouvez le reprendre. Merci. Par contre, le marché obligataire est quasiment soutenu à la hausse, à peu près dans tous les cas de pivot. C'est pourquoi j'insiste que sur le plan de l'analyse technique, alors soit vous êtes déjà en position sur les obligations, pas de souci, mais que si vous souhaitez peut-être rééquilibrer votre portefeuille en défaveur des actions et en faveur des obligations, eh bien, les retours sur support, en priorité, s'achètent sur les obligations et non pas les actions, à mon humble avis. Alors nous allons regarder les obligations américaines et les obligations européennes pour voir ce que cela donne sur le plan graphique. Donc, pour les obligations américaines, on va regarder l'obligation US à 20 ans, l'obligation US à 10 ans et le Bund allemand. Alors, le point de commun des deux, je vous rappelle, graphique de long terme, le crack obligataire de tout 2020, 2022 s'est terminé depuis un support qui est tout en bas. On n'a même pas fait un tiers du potentiel de rebond des obligations. C'est fantastique le potentiel de hausse, que ce soit ici sur l'US ou sur le Bund. On est au tout début du renversement. Tout début. En données hebdomadaires, vous y associez les enseignements du système Ishimoku. On est sorti par le haut du nuage. Venons donc mettre un terme. Regardez, systématiquement, on traverse ces boules, on retraverse ces bears, on traverse ces boules. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à avoir la confirmation d'une lagging span qui sort par le haut. Et tout ça est très bullish. C'est pareil sur le TLT. Il manque plus que la confirmation de la lagging span. On sort par le haut ces boules, on sort par le bas ces bears, on sort par le haut ces boules. C'est pareil sur le Bund. Bon. Prenez en données journalières le TLT, le TNT ou le Bund. Point commun, vous avez partout des Golden Cross en journalier, avec une moyenne mobile à 50 jours qui a croisé à la hausse la moyenne mobile simple à 200 jours, et les deux ayant maintenant pris une pente haussière. Donc tous les replis, tous les retours sur la moyenne mobile à 50 jours sont des opportunités d'achat ici sur le marché obligataire. Et maintenant passons à l'analyse technique du S&P 500 et du secteur de la tech US. Dernière partie de la vidéo Top Gun, chers amis, donc le tour d'horizon habituel. Le point technique S&P 500, et puis on va faire un petit focus aussi sur le secteur de la tech. Alors, comme à l'accoutumée, mes amis, les horizons de temps, tous les horizons de temps. Alors, nous bénéficions depuis une semaine d'une nouvelle clôture technique mensuelle, qui ne présente pas en soi de divergence baissière de long terme. Nous sommes, alors, en zone de surachat. Alors attention, ici vous avez un RSI mensuel qui n'est pas terminé, c'est celui du mois de septembre. Nous verrons à la fin du mois où est-ce qu'il est. Mais nous n'avons pas, pour le moment, de situation de divergence. Alors, en données hebdomadaires, moi je reste donc sur un scénario où le marché... Alors, en fait, il y a deux hypothèses. La vague 3, pour moi, est terminée ici. Elle s'est terminée ici, en juillet, avec la divergence baissière, et souvenez-vous, avec ce pic de stratégie de couverture, qui à l'époque a bien été mis en évidence. C'était un short squeeze, surtout sur les positions short VIX, mais tout de même, c'est une des indications que nous avons terminé une vague impulsive. Alors nous sommes, alors désormais, alors là j'ai une hésitation. Si vous voulez, soit la 4 est finie ici, et
nous avons démarré la 5, soit nous sommes encore en train de construire la 4, qui peut faire 3 temps, une A, une B, une C, et donc proposer ici une structure en flat. J'étudie donc les hypothèses suivantes. La première est que ici nous soyons toujours en fait dans la vague 4, A, B, C, ou l'autre hypothèse d'un marché qui aurait déjà commencé sa vague 5, dans l'intérieur de laquelle nous aurions fait la 1, la 2 qui retrace toujours profondément, puis une 3, une 4 et une 5 pour terminer au-delà des 6000 points en début d'année prochaine. Ce sont donc les deux hypothèses qui sont sur la table. Et alors, pour répondre à cette question, moi je vais utiliser ici des niveaux techniques. Je surveille en particulier cette zone support des 5335 points, 5045 points. Zone support qu'ici elle est tenue, entre tout à fait dans le cadre d'un retracement usuel d'une sous-vague 2, pour derrière repartir pour une grande 3 de la grande 5. Alors, je dirais que dans l'hypothèse où la vague 4 ne serait pas finie, dans l'hypothèse où la vague 4 ne serait pas finie, et nous serions en fait encore en train de la construire A, B, C, ce qui serait intéressant, c'est que le marché reviendrait enfin tester cette moyenne mobile à 200 jours, et rappelez-vous, j'appelais de mes vœux ici à un test et à limite à un petit drop en mode bear trap pour la reprendre, comme on avait fait en octobre. Donc moi j'ai ces deux hypothèses sur la table. Le point commun de ces deux hypothèses, c'est que derrière, le marché ira, en début d'année prochaine, tendre vers ces fameux 6000 points. Alors dans l'immédiat court terme, surveillez donc cette zone support. Oui, alors naturellement, les stars de la tech qui inquiètent, Nvidia, Microsoft, bon, l'indice sectoriel des stars de la tech, effectivement, est en surachat. Il n'est pas sous l'influence d'une divergence baissière de long terme, comme nous avons pu avoir ici dans le passé sur le graphique en données mensuelles, mais clairement, nous avons quitté cette phase de hausse linéaire dans laquelle le marché était enfermé, et je pense que là aussi, si vous vous posez la question de savoir quand est-ce qu'il faut buy the dip sur les stars de la tech, eh bien, je pense que un marché qui reviendrait tester SMA 200 et qui même ferait un petit bear trap en dessous, à l'image, ici, de ce qu'a proposé le S&P 500 à l'octobre dernier, serait une opportunité d'achat. Le réservoir des acheteurs commence un peu à se vider, mais il est encore bien rempli. Il y a beaucoup de neutres. Donc là, alors, nous sommes toujours plus proches d'un réservoir aussi rempli, mais notez qu'il s'est dégonflé par rapport aux deux semaines précédentes. Il n'y a pas de surachat d'un point de vue quantitatif. Lorsque vous regardez le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, eh bien, il n'y a pas d'excès haussier sur notamment le S&P 493. Hein. Vous avez les Magnificent Seven et tout le reste derrière n'est pas en surachat. Ce qui donne finalement du ressort potentiel pour permettre ces prochains mois au S&P 500 d'aller plus haut. Voilà pour le point technique S&P 500. Et merci d'avoir été attentif à cette nouvelle édition du Top Gun. Salut.